Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à votre émission Mosaïque, un débat qui aujourd'hui va porter sur la participation électorale pour deux groupes spécifiques, les indépendants d'une part et d'une autre part, les Batois qui entrent dans des institutions représentatives par cooptation. Ils sont en effet plus d'un des hommes qui se sont déjà déclarés candidats à la présidentielle du 20 mai 2020. Les groupes Batois, quant à eux, doivent se concerter pour préparer et présenter les listes des candidats à la Commission électorale nationale indépendante, mais ils seront cooptés pour être membres des institutions représentatives, l'Assemblée nationale et le Sénat notamment. Quelle valeur ajouter? Pourquoi ne pas passer par les partis politiques pour participer aux élections? Ont-ils ou pas confiance en ces formations politiques qui se comptent aujourd'hui à des dizaines dans le pays? Que pourraient être les attentes de la population électorale vis-à-vis de ces groupes spécifiques? Ce ne sont peut-être que les quelques questions. 4 invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Emmanuel Nengo, il est de la communauté des Batois, ancien député burundais de la communauté est-africaine de 2010 à 2017, c'est ça? Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est de 2012 à 2017. 2012 à 2017. Ildefonse Rugema, il est de la communauté des Baganois, candidat pour la présidentielle prévue pour le 20 mai 2020. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Est-ce que je me trompe? Je veux dire que je ne représente pas les Baganois. Mais vous êtes de? Je suis de la composante ganoise. Oui. Bonjour et bienvenue. Merci. Francis Rohero, c'est aussi un candidat indépendant pour la présidentielle du 20 mai. Bonjour et bienvenue, Francis. Bonjour. Et puis nous sommes avec ambassadeur Denis Banchimiwusa, docteur en sciences politiques, expert électoraliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je salue aussi tous les auditeurs. La mise en onde est assurée par Eli Kadogo, Evariste Nziko Wanyanga est à la réalisation et au micro, Léonce Vitaligo. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Une question à vous, ambassadeur Denis Banchimiwusa, pour commencer. Plus de 10 prétendants au fauteuil présidentiel, dont 4 indépendants. Ils ne sont pas tous ici. Quelle serait votre lecture par rapport à cet engouement? Ma lecture est toute simple. C'est que nous sommes dans une république démocratique, c'est-à-dire qui reconnaît la multiplicité. Qu'il y ait donc plusieurs candidats au poste présidentiel, ce n'est que normal parce que c'est bien admis par la Constitution de la République du Burundi. Mais c'est une première. Aujourd'hui, en tout cas, il y a un engouement spécial par rapport à 2005, 2010, 2015, etc. Quelques raisons pourraient venir expliquer cela. Premièrement, à part cette illégalité qui leur est conférée, c'est que nous avons, depuis 2005, une sorte d'occasion pour faire l'alternance. En effet, depuis 2005, nous avions un candidat à la présidentielle qui se représentait pour sa propre succession. À l'occurrence, le candidat du CNDD-FDD, le président Pierre Nkurunziza. Aujourd'hui qu'il a annoncé son départ et que le parti a déjà désigné un nouveau candidat. Les prétendants successeurs, ça devient nombreux. Les prétendants à la succession ont le droit de penser que maintenant, ils seraient traités au même pied d'égalité du moment qu'il n'y a pas un candidat qui fait prévaloir ses réalisations comme cela a été pour 2010 et 2015. Et puis, il faudrait aussi savoir que ce ne sont que des candidatures déclarées et pas légalisées. Et ne sont pas encore confirmées par la commission électorale. Tout à fait. Mais participer en tant qu'indépendant, ça signifie manque de confiance envers les partis politiques ou quoi? Non, penser de cette manière serait tomber dans certaines philosophies développées par certains gens, selon lesquelles la politique appartient à ceux qui sont dans les partis politiques. Or non, et surtout pas ça. Tout citoyen a le droit de faire de la politique. Et selon la Constitution de la République du Burundi, tout citoyen a le droit de se faire élire et d'élire. Donc c'est un droit reconnu que l'on exerce
avec légitimité. Mais si on y va en tant que représentant de l'un ou l'autre des partis politiques, n'est-ce pas là une chance d'avoir beaucoup plus au niveau de l'électorat? Chaque candidat a sa manière de faire et a ses stratégies. Peut-être qu'avec un parti politique on peut gagner, mais peut-être aussi qu'en tant qu'indépendant on a une stratégie qui peut gagner. Stratégie, je ne sais pas si ça a été la stratégie pour Ildefonso Elugema, candidat à la présidentielle, le 20 mai. Ça approche de plus en plus. Vous êtes candidat indépendant à l'élection présidentielle. Est-ce que vous y allez en tant que Mouganois, c'est ça? Non, oui, je suis de la composante ganois, mais je peux dire que c'est une simple coïncidence. Tout Burundais peut militer ou avancer l'idée de la restauration de la monarchie constitutionnelle. Nous sommes ici pour combattre, c'est-à-dire les quotas ethniques, les divisions ethniques, la division ethnique qui a été institutionnalisée. Et moi je dis institutionnalisée comment? Parce que ça se trouve dans la constitution du Burundi. Oui, ça c'est vraiment une chose qui m'a poussé plutôt de me porter comme candidat pour que j'explique ou bien pour qu'on partage cette idée-là de combattre cette institutionnalisation de l'ethnie. Parce que je crois que c'est pas, je suis pas le seul à voir ça, mais je crois que même le peuple burundais, la majorité sont contre à cette façon de. Ce que vous appelez institutionnalisation. Bien, oui, je pense oui. Et les Baganois, la communauté ganoise, est-ce pour vous une ethnie ou un clan? Disons, pour l'ethnisation d'abord du peuple burundais, vous savez, ça a commencé avec l'arrivée des colonisateurs. Avant, nous étions un peuple uni, une nation Murundi, comme on disait. Il n'y avait pas d'appartenance ethnique du tout. Mais au contraire, peut-être il y avait le roi croyait en clan, non pas dans l'appartenance ethnique. Alors si vous me posez la question de savoir si je suis ganois ou moi je vous dirais bon, je suis ganois, mais avant tout je suis burundais. Oui. Mais vous voulez vous faire élire en tant que burundais, pas en tant que ganois? Je vais me faire élire comme un burundais. Et puis si, comme je le disais avant, si je suis ici pour défendre ou bien pour mettre l'idée de la restauration de la monarchie, c'est une simple coïncidence que ça soit avancé par un Mouganois, mais sinon tout Burundais pouvait le faire, parce que c'est la monarchie n'était pas vraiment un mode de pouvoir qui appartient aux Ganois, mais bien sûr le roi, c'est-à-dire la dynastie ganoise, c'est la dynastie ganoise qui donnait le roi. Alors jusqu'ici, je pense que rien ne peut changer si on veut retourner à la monarchie. Donc vous voulez le retour de la monarchie au Burundi? La monarchie constitutionnelle comme elle avait été adoptée en 1962, octobre 1962, même un peu avant, parce que le prince Louis Rwagasore, c'est ça qu'il prenait. Il prenait pour une monarchie constitutionnelle où le roi règne mais ne gouverne pas, où le premier ministre a beaucoup de pouvoir, le chef de gouvernement. Et ça, la raison pour laquelle je défends cette idée-là, c'est que si on voit après l'abolition de la monarchie, c'est-à-dire avec l'avènement illégitime de la République, je crois que la République a causé beaucoup de problèmes à ce pays. Ce mode de pouvoir est inadapté au peuple burundais. C'est pour cela que je pense qu'il y ait quelqu'un, un roi, qui est au-dessus des ethnies, au-dessus des partis politiques pour jouer le rôle d'arbitre. Parce que quelle serait la valeur ajoutée par rapport au système actuel? Pour moi, il y aura vraiment une très grande différence parce que le système républicain, le régime présidentiel donne beaucoup de pouvoir au président. Et puis, comme vous savez, le président provient d'un parti politique, c'est-à-dire une partie de la population. Alors que quand on gagne les élections, il y a une grande partie de la population qui est, je dirais, un peu délaissée ou malmenée ou je ne sais pas.
Alors, il faut qu'il y ait vraiment, avec le régime présidentiel, je pense qu'il ne s'adapte pas vraiment au peuple burundais parce que, vu les problèmes que nous avons, les divisions ethniques, les problèmes politiques, je suis convaincu qu'avec la restauration de la monarchie, le Burundi trouverait la paix durable. Et je vais me rendre chez vous, Francis Lohiro, avec la même question, ou presque. Candidat indépendant pour la présidentielle, pourquoi ce choix d'y aller en solo? Je crois que vous avez dit tout à l'heure que les partis politiques qui font la politique, je ne crois pas. Par contre, je crois que c'est des groupes qui font la lutte pour le pouvoir. Et ce qui est différent, au Burundi, on n'a pas encore vu un parti politique qui fait vraiment de la politique. Ils luttent par rapport à leur... Vous n'avez jamais vu ça? Je ne l'ai pas encore vu. Je crois que j'ai écouté durant mon enfance la situation du Doliprona. J'ai écouté le Frodebo. Il y a une nuance. Ndada parlait de la politique, mais son parti, je n'ai pas encore entendu en train de parler de politique. Aujourd'hui, il y a le Frodebo et le Frodebo Nyakou. Je suis d'accord. Je ne suis pas en train de faire l'apologie des groupes. Je suis en train de parler de politique. Il y a des partis politiques. Il y a des groupes qui font la lutte des influences. Mais ils ne parlent pas de politique. Et c'est pour ça que moi je crois... Il y a le CNDD-FDD qui est au pouvoir depuis 2015. Je parle de 36 partis politiques reconnus au Burundi. Je les écoute, tous. Nous sommes là. Ici, nous sommes assis, il y a des fonctionnaires. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez encore vu un parti politique qui défend une idée par rapport à votre carrière? Je n'ai pas encore vu. C'est ce que je suis en train de dire. Je crois que nous sommes au Burundi. Il nous faut aujourd'hui une nouvelle logique. Il faut des gens qui parlent de la carrière des gens, qui parlent de l'agriculteur en tant qu'individu, qui naît dans une famille, qui grandit et qui doit avoir des avantages et qui doit, d'une certaine manière, avoir une retraite dans sa carrière. Nous sommes beaucoup de Burundais qui luttent pour vivre, pour survivre même. Et je crois qu'il faut que les partis politiques arrivent à parler de leur vie. Des vies de chaque Burundais. Donc c'est à ce niveau que je me dis, il ne faudrait pas dire que nous venons pour nous opposer aux partis politiques. Non, je crois que moi, dans mon entendement, je viens pour que les gens commencent à comprendre qu'il faut qu'on parle de leur vie. Et là, pour moi, c'est très important. Moi, j'ai vécu dans un parti politique. C'est une question que j'allais vous poser. Vous avez été membre d'un parti politique. Si c'est pas un secret, vous pouvez le préciser. Exactement. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de confiance en les partis politiques. Ce n'est pas confiance, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de compréhension. Parce que, c'est-à-dire, j'étais dans un parti politique. Lequel? Le CNDD-FDD. Je l'ai quitté à un moment donné. Et je me mettais à l'UPD Zigamibanga. C'est-à-dire que dans ces partis politiques, vous trouvez toujours des individus qui vous disent qu'il y a une logique, vous devez la respecter, vous ne devez pas penser. Est-ce que vous ne pouvez pas corriger quelque chose étant à l'intérieur du parti? J'ai essayé. Et je crois que c'est le cas pour la plupart des Burundais. Je n'ai pas été le seul à quitter un groupe politique pour aller dans un autre. Il y a toute une logique. Il y a beaucoup de Burundais qui ont vécu dans 2, 3 ou 5 partis politiques. Qu'est-ce que vous aurez déçu d'une manière générale? Ce n'est pas, si vous voulez, une déception. C'est plutôt que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je veux que les gens évoluent, essaient de monter un peu dans leur logique comme individus, comme des gens qui pensent dans la logique du leadership, comme l'Ubuntu quand on parle dans notre langue nationale. Il faut que les gens arrivent à se poser des questions. Moi, je suis entré dans un parti politique. Au fait, quelle est la vision de ce parti politique? Où est-ce que nous menons les gens dans 10 ans, dans 30 ans? Où est-ce qu'on sera dans 100 ans, quand moi je ne serai plus là? Quelle est l'image qu'aura notre pays? Des projets à court, à moyen, à long terme. Et c'est ce que moi j'ai regardé. Dans aucun parti politique, on ne vous parlera jamais de ça. Au contraire, il y a toujours des réunions, on vous parle des autres. On vous parle des ennemis. On vous parle des gens qu'il faut, d'une certaine manière, gérer. On parle trop de la peur des autres. Et ça, c'est commun pour la plupart des organisations ici chez nous qui s'appellent partis politiques. Et je crois que c'est un nom qui vient, un nom de trop. Ce n'est pas vrai. Nous avons des groupes de lutte d'influence. Et c'est là où je veux que les gens arrivent à se dire, est-ce qu'on peut arriver à parler politique dans ce pays? Est-ce qu'on peut parler de la vie des fonctionnaires?
Est-ce qu'on peut arriver à parler de la vie des élèves, des étudiants, de la vie des malades qui sont dans nos hôpitaux? Est-ce qu'on peut parler de la vie de nos techniciens, de tous les techniciens burundais, des techniciens informels ou même, si vous voulez, formels? Tous ces gens-là qui luttent pour vivre dans ce pays. Est-ce qu'on peut faire un débat public qui concerne leur vie? Là, je vais y revenir. Permettez que je me rende un peu chez honorable Emmanuel Nengo de la communauté Batois. Emmanuel Nengo, des intellectuels de la communauté des Batois participent aux élections en tant qu'électeur, mais pas candidat. C'est le statu quo pour 2020. Exactement comme vous le dites, au niveau de la communauté Batois, et surtout les intellectuels Batois, quand ils veulent participer ou contribuer à la société burundaise, à travers la gouvernance, ils passent par un système de cooptation. Oui. C'est cela qui se passe même actuellement. Donc, la loi fondamentale n'a pas changé quelque chose au niveau des articles qui concernent surtout la cooptation chez les communautés. Vous allez parler des 40% de Tutsis, 60% de Hutus minimum et 30% de femmes. Comme nulle part, on nous parlait de Batois. C'est cela qui nous étonne, surtout au niveau de notre communauté. On se demande, est-ce que quand on parle de la valeur d'un Burundais, est-ce que la communauté Batois n'est pas incluse? On se pose toujours cette question. Vous trouvez dans la Constitution qu'on parle de la représentation par quota ethnique, les 60% pour les Hutus et les 40% pour les Tutsis. Et quand vous êtes membre de la communauté Batois et vous lisez cette loi fondamentale, vous vous demandez où est-ce que vous vous trouvez. La disposition vous déçoit. Vous êtes déçu, vous n'êtes pas intégré. Mais juste pour masquer, on nous dit, voilà, on vous laisse quelques articles pour que vous puissiez être représenté dans des institutions par système de cooptation. Mais pour nous, bien sûr, on salue même cette idée, mais d'une façon ou d'une autre, c'est pas vraiment promettant. Aujourd'hui, vous avez au moins 3 candidats, 3 membres au sein de l'Assemblée nationale, 3 autres au sein du Sénat, 3 sénateurs, 3 députés. Est-ce que ça suffit ou vous voulez que le nombre augmente? Est-ce possible? Est-ce que vous ne pouvez pas passer par les formations politiques pour avoir plus? Justement, pour nous, la question n'est pas au niveau... Il y a des partis politiques qui n'ont pas 3 députés, 3 sénateurs, en tout cas. Mais vous pouvez vous-même vous poser cette question. Est-ce que, au niveau de la communauté Batois, est-ce que la question est de participer aux partis politiques? Je ne pense pas pour... ce que nous voulons, c'est d'abord la reconnaissance, que nous sommes une communauté à part entière qui a les mêmes droits et devoirs comme tant d'autres Burundais. Et sinon, quand vous dites, vous avez, c'est ce que même tout le monde parle, il parle de ces 6 places, 3 à l'Assemblée, 3 au Sénat, et pense que au niveau de la communauté Batois, cela suffit. Mais cela ne suffit pas car normalement, on devrait être représenté, même dans d'autres institutions, que ce soit publiques et parapubliques. Tout ça, nous voulons ça. Et vous nous demandez pourquoi ne pas passer par les partis politiques, les formations politiques, pour qu'on puisse pour intégrer ou participer à la vie politique comme tant d'autres Burundais. Mais quand vous lisez ces textes même, vous allez, à partir de la Constitution même, vous allez vous retrouver qu'on est déjà disqualifié. Prenons l'exemple, au niveau de la participation, au niveau du gouvernement. Quelque part, il y a un article qui dit que la composition du gouvernement est de 60% pour les Hutus et de 40% pour les Tutsis. 30% au moins pour les femmes. Et 30% pour les femmes. Et vous vous demandez, si Amoutouas se porte candidat, par exemple, il participe dans une formation politique, il est placé sur la liste, par exemple, est-ce que le Moutouala va vraiment se retrouver? Est-ce qu'il va être considéré, tant qu'on parle de 40%? Est-ce qu'il y a un Moutouala qui a été membre du gouvernement? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et c'est ça, et c'est cela qui nous inquiète. Et même, dans d'autres institutions, disons par exemple au niveau de la justice,
on parle toujours de ces 40% et 60%. Vous allez aussi dans la gestion des entreprises ou d'autres, dans l'administration parapublique. Là aussi, on parle de 60% et 40%. Jusqu'à maintenant, on se demande, est-ce qu'on prend la communauté Batwa comme une composante sociale ou c'est une autre forme de, peut-être une communauté qui n'a pas de place, normalement qui n'a pas de place. Et à part les 3 membres que vous avez à l'Assemblée nationale, 3 autres au Sénat, les autres ce sont lesquels? Au niveau communal, est-ce que vous êtes représenté? Vous êtes coopté aussi? Là, à partir du code électoral, c'est là où au niveau des conseils communaux, on peut être coopté. Mais on peut être coopté d'une façon ou d'une autre. Nous ne voulions pas être cooptés. On voulait quand même qu'on nous considère d'abord comme Burundais à part entière. Et par après, on passe au système de cooptation. C'est ça que nous voulons. D'abord être pris comme membre de la société burundaise et après prendre cette décision de cooptation après et pas prendre la cooptation comme un système qui est réservé normalement à cette communauté et pas penser à autre passage. Avant que je ne retourne chez le spécialiste Denis Machimi-Woussa, je me rends de nouveau chez vous, Île-de-France Rouguema. L'article 97 de la Constitution prévoit que chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de 200 personnes formées en tenant compte des composantes ethniques et du genre. Et c'est même exigé au point I de l'article 101 de la même Constitution lors de la déclaration de candidature à la commission électorale. Est-ce que vous avez les 200 personnes pour le parrainage? Je dirais que nous y travaillons, mais ce qui nous gêne beaucoup, c'est justement d'être forcé de diviser les Burundais dans cette appartenance ethnique. Par exemple, comme je viens de la composante Ganois, peut-être qu'il y aura au moins 30-40% de Ganois qui vont me soutenir, mais je ne sais pas où je vais les placer par rapport à cette appartenance ethnique. C'est un problème auquel je fais face. Ce que vous pouvez donc chercher, c'est le nombre de 200 personnes, pas en considérant leur ethnie, leur genre. Oui, bien sûr. La spontanéité des gens qui veulent me soutenir, c'est ça pour moi qui est plus idéal. Sinon, si je commence à trier ou à sélectionner les personnes selon cette appartenance ethnique, c'est vraiment très gênant. Et les 30 millions de francs burundais exigés aussi comme caution, ce n'est pas un problème pour vous à ce point? Mais bien sûr, c'est pas un problème parce que si on s'engage à payer les 30 millions, on sait que ça fait partie du complément du dossier. Alors, oui, je suis prêt. Francis Brero, c'est la même question. Vous avez les 200 personnes pour le parrainage et les 30 millions, c'est pas un problème? Pour le parrainage, c'est tout à fait normal. Je crois que quelqu'un qui veut se porter candidat dans ce pays, il faut qu'il y ait pensé. C'est pas quelque chose qu'il parachute du jour au lendemain pour se dire je vais le faire. Il le fait pas pour lui. Je crois qu'il le fait pour toute la communauté burundaise. Et je crois qu'il doit avoir des gens qui le soutiennent. Sinon, par rapport à l'argent, je voudrais peut-être y revenir, si vous voulez, pour soutenir, si vous voulez, Rouguema, parce que beaucoup de gens posent cette question. Est-ce que vous avez de l'argent? C'est comme si, au fait, se porter candidat, c'est une question individuelle. Et je rappelle aux gens, j'ai même entendu des gens des partis politiques qui le disent. Vous voulez vous porter candidat. Dans ce pays, il y aura 5 millions, environ 100 000 et plus de gens qui vont aller voter. Oui. C'est-à-dire que vous voulez vous porter candidat, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vous soutiennent dans le nord, dans le sud et partout dans le pays. Un minimum, si vous voulez au moins avoir 1% dans ce pays, vous serez élu par 50 000 personnes et plus. Si vous voulez avoir un seul pourcentage. C'est-à-dire que avoir 50 000 personnes qui vous soutiennent et qui vous aident juste comme ce petit truc d'eau que vous nous donnez tout à l'heure pour un peu nous rafraîchir, c'est-à-dire que ça coûte environ 700 francs. C'est-à-dire que si vous avez 50 000 personnes qui sont prêtes à vous élire, qui vous donnent 700 francs, vous aurez pratiquement plus de 40 millions. Je crois que si vous voulez, c'est même un peu de dédain pour certaines personnes parce que je vois des partis politiques qui ne se portent pas candidats parce qu'ils n'ont pas cette caution. Alors, c'est pas une question à poser par rapport à un indépendant, mais c'est plutôt une question de programme.
Ce que nous sommes en train d'amener devant les gens, ils sont prêts à le soutenir, à le financer, même si on l'a dit de façon individuelle. Vous parlez de programme, mais avant d'y arriver, je me tourne vers ambassadeur Denis Banchimi-Woussa, spécialiste électoraliste. Pensez-vous qu'un candidat indépendant peut gagner pour le fauteuil présidentiel à l'état actuel des choses au Burundi? Comme je l'ai dit tout au début, ça dépend des stratégies mises en œuvre pour pouvoir gagner l'élection. Mais tout ce que je peux souligner de prime abord, c'est que la Constitution et le Code électoral que nous avons aujourd'hui sont des textes qui confèrent trop peu de place aux candidats indépendants. Là, c'est pour ne pas dire qu'ils sont contre des candidatures indépendantes. Comment? Parce que, d'un côté, le texte d'application, c'est le Code électoral. Le texte d'application de la Constitution, c'est le Code électoral. Le Code électoral reconnaît l'existence des candidats indépendants. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre, il limite drastiquement l'égalité qui devait s'observer entre les candidats présentés par les partis politiques ou les coalitions des partis politiques et les candidats indépendants. C'est ça le grand problème que nous avons. Et à partir de là... Donc les candidats indépendants, ils n'ont pas les mêmes facilités que ceux désignés par leur parti politique. À analyser objectivement le code électoral, on peut dire sans risque de se tromper que le code électoral vient mettre les bâtons dans les roues des candidats indépendants. Et c'est ça le problème pour les candidats indépendants. Et dire alors qu'un candidat indépendant peut gagner l'élection, là il faudrait d'abord s'arrêter sur ces textes et savoir les stratégies que les candidats indépendants vont mettre en place pour contourner ces obstacles instaurés par le code électoral qui est le texte d'application d'un article contenu dans la Constitution. Alors, s'il faut donner un simple exemple... Des stratégies que... Oui, s'il faut donner un simple exemple, pour les législatives, le candidat indépendant doit avoir 40% dans la circonscription. C'est-à-dire dans la province. Dans la province, pour avoir un siège, n'est-ce pas? Alors que les candidats des partis politiques doivent avoir 2% au niveau national. Donc, c'est déjà des textes qui instaurent des inégalités au sein des candidats. C'est vraiment plus antidémocratique que cela. 40% oui. Au niveau de la circonscription ou oui. province, oui. 30% au niveau national pour les autres qui sont prêts. 2. Donc, je vous dirais que si on prend la circonscription de Gitega, oui. avec son volume électoral, on risque de trouver que le candidat qui doit avoir 40% risque d'avoir un grand nombre par rapport à un parti politique qui doit avoir 2% au niveau national. Et c'est l'égalité, ça. Donc, alors, quelles sont alors les stratégies à mettre en œuvre pour les candidats indépendants? C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Et sont-ils... Donc le candidat indépendant, il est quelque part écarté. Oui, j'ai parlé des textes, la Constitution. Le code électoral n'est pas anticonstitutionnel parce que le code électoral est en train de mettre en application un article contenu dans la Constitution. Donc la Constitution et le code... contredit quelque part. Oui, je sais, bien sûr. Et le code électoral, alors, va plus loin pour barrer la route et instaurer des inégalités. Pour la démocratie, je vous assure, parmi les conditions les plus élémentaires de la démocratie, c'est l'égalité. Voilà. Et on ne peut pas faire une compétition en instaurant des inégalités au sein des compétiteurs. Est-ce que le législateur l'a fait sciemment ou je ne saurais le dire. Ça a été je ne saurais le dire, mais je constate et j'analyse. Emmanuel Ningo, quelque part vous allez être coopté, pas nécessairement vous personnellement, mais la communauté des Batois, vous allez être coopté. Mais vous devriez avoir quelque chose comme projet de société. Est-ce que vous avez quelque chose à présenter comme projet de société pour devenir un député ou un conseiller communal, etc. Ou vous attendez d'être coopté dans les institutions et ça suffit? Donc, je le dis, ce qui n'est pas dit par la loi, je ne peux pas passer outre, car au niveau des communautés batois, ceux qui vont
représenter, on n'a pas précisé cela. Mais tout ce qu'on a prévu, c'est d'abord la concertation, et puis il y a la question de passer par les associations les plus représentatives. Dans la Constitution et même dans le code électoral, on ne parle que de cela. Donc on n'a pas précisé autre. Ces questions de projet de société. Ildefonse Rugema, vous êtes candidat à la présidentielle. Qu'est-ce que vous avez comme projet de société, probablement que vos concurrents pourraient ne pas avoir et que vous comptez, le moment venu, présenter à l'électorat? Oui, bien sûr que nous avons un projet de société qu'on a établi avant qu'on se présente comme candidat indépendant. Mais comme vous venez de le dire, je ne peux pas le dévoiler ici, mais je peux donner des indications. Et le dévoiler ici, est-ce que vous... Donc la présentation du projet de société, ça va venir après? Ça va venir après, oui. Il y a ambassadeur Denis Machimioussa qui veut prendre la parole. Je ne sais pas si vous voulez réagir à propos. Oui, je voudrais bien réagir à propos de ce que dit notre collègue là. C'est justement là une problématique. Vous avez déjà présenté votre candidature, mais vous ne pouvez rien dire de votre programme politique. Entre-temps, il garde... Bon, oui. Mais entre-temps, les partis politiques qui, eux, existent, depuis qu'ils existent, ont le droit de faire de la propagande politique. Et en faisant la propagande politique, ils parlent de leur idéologie et des projets qui vont avec l'idéologie. Donc, vous allez vous retrouver dans une compétition avec un retard où vous aurez 3 semaines pour dévoiler votre programme. Est-ce que le code électoral ou la Constitution, ça empêche aux candidats indépendants de présenter ces projets de société? Non, mais à part les candidats indépendants, c'est le même discours que j'entends chez les partis politiques. Les partis politiques disent que ce n'est pas encore temps de dévoiler leur programme politique. Ce qui est faux. Et ce que vous qualifiez comme faux, la non-présentation de programme politique, ça se présente aussi chez les indépendants. Non, s'il te plaît. Alors, attendez. Dès qu'on annonce la candidature et qu'on est là comme candidat, on a le droit de diffuser alors ses idées et tout ce qui va avec ces idées. En effet. En effet. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Ildefonse Rugema, vous allez garder ça comme secret jusque quand? Non, moi jusqu'à mai. Que si, après le dépôt des dossiers, disons vers le 5 mars, si je ne sais pas comment l'étape suivante, parce que il y aura le dépôt des dossiers et puis on va proclamer les candidats retenus. Voyez. Projet de société, Francis Lohero. Ouais. Vous aussi, vous allez le garder comme secret? Vous ne l'avez pas encore? Pas du tout. Ça fait déjà 5 ans. Est-ce que vous pouvez le dire? Ça fait déjà 5 ans que moi j'ai montré à la population burundaise et que j'ai pu ventiler et multiplier mes pensées politiques par rapport à la vue de la nation burundaise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une nuance. La propagande et la campagne électorale sont 2 choses différentes. Oui. Et je crois que la propagande, c'est quelque chose qu'on fait habituellement tout au long de sa vie. Propagande et politique, c'est vos idées, c'est vos idées que vous devez vendre à tout passant, partout où vous êtes. Et je crois qu'aujourd'hui, celui qui m'écoute depuis plus de 15 ans, depuis quand j'étais dans les partis politiques, il se dit, je sais ce que pense Francis par rapport à ceci. Et j'ai pu l'écrire et je fais des publications par rapport à ça. Ce qu'on attend le moment venu, c'est que la CENI nous donne une occasion officielle de faire de la campagne électorale. Parce que tout celui qui fait la propagande ne signifie pas nécessairement qu'il ira aux élections. Il y a des gens qui peuvent faire de la propagande juste pour enseigner, pour donner des idées aux autres. Mais celui qui les prend pour les utiliser pour les élections, celui-là, il fait de la campagne électorale. Et je crois que c'est ça la nuance. Alors pour mon cas, il y a des années, j'ai publié mes documents et j'ai montré ma vision politique, et c'est le document que j'ai même déposé ici à la radio. Partout, il existe en français et en kirundi. Et aujourd'hui, ce que je vais présenter à la campagne, c'est quelques tirets que je vais tirer de cette vision, que je pourrais dire aux gens, dans 5 ans, ceci c'est faisable. Et sur ce point, je crois que je me focalise sur 5 chantiers, où d'abord je commence par moi à l'individu. En fait, je reconnais que ce
pays ne tarde pas parce qu'il manque ceci ou cela. La chose primordiale qu'on manque en fait, c'est un homme exceptionnel, un homme qui a une vision, qui peut se sacrifier pour nous, et c'est celui que Rouguema disait qu'il faut qu'il soit un roi. Pour moi, ce n'est pas par rapport à la qualité de ce qu'il est, comme social, mais c'est plutôt ce qu'il est dans la tête, ce qu'il est dans le cœur. Vous parlez de un homme, il y a un homme qui manque. C'est qui qu'on va voter là? La personne. Est-ce que le Burundi aujourd'hui manque une personne comme il ne le manque pas, mais plutôt c'est la personne. Il faut qu'on arrive à les lire, parce que je crois qu'il y a beaucoup de Burundais qui sont capables de bien nous gouverner, des gens qui ont une vision, mais des fois ils ont peur, ils se présentent pas, ils se disent les gens ne me croient pas, mais il faut qu'ils osent et il faut qu'ils donnent une possibilité à la population de vous avez à présenter devant la population ou l'électorat que vous avez à présenter au niveau politique, économique, social, éducation, en quelques mots? Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, mon programme se taille en 5 chantiers. Le premier chantier, c'est nous et gouvernance, ce que les individus donnent au pays. Le deuxième chantier, c'est la production. C'est la production. Je veux que l'investissement, jusqu'à 60% de l'argent du contribuable, soit investi dans la production. On ne pourra rien avoir dans ce pays si on n'arrive pas à investir pour produire. Parce que quand vous produisez, l'objectivité, c'est quoi? C'est d'avoir un pouvoir d'achat dans le pays. Et le troisième chantier pour moi, c'est le social. On ne peut pas amener les gens dans le commerce, dans toute autre chose qui s'appelle la production, quand eux-mêmes, dans leur vie, ils n'arrivent pas à vivre. D'abord, la première chose dans le social, c'est l'éducation, et puis c'est la santé. Et puis il faut que les gens arrivent à vivre avec une sécurité sociale où les gens se disent « nous voulons vivre ». Et le quatrième chantier, ce sont des infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, moi, je veux que les gens comprennent que l'infrastructure, c'est quelque chose qui vient aider la production. Vous ne pouvez pas produire quand vous n'avez pas un certain nombre d'infrastructures. Donc, c'est des choses qui vont parallèlement. Les infrastructures, vous voulez parler desquelles? À tous les niveaux, je parle d'infrastructures à tous les niveaux. Vous voulez produire à la campagne, il vous faut avoir des moyens pour produire. Ça, c'est l'infrastructure. Ça peut être des moyens immobiles ou mobiles, beaucoup de choses qui vous amènent à faire une production. Vous voulez que les fonctionnaires travaillent bien, vous devez construire des immeubles pour le gouvernement. Vous voulez que des gens vivent heureux, vous devez construire des logements. Vous voulez que les gens aillent à l'école, il faut qu'il y ait des écoles qui répondent véritablement au niveau de vie de cette éducation que vous voulez. Vous voulez soigner les gens, il faut des hôpitaux qui correspondent véritablement à ce que vous voulez comme santé de votre population. Et le 5e chantier, pour moi, c'est la satisfaction. Au fait, nous avons un problème dans ce pays. On pense qu'on peut amener les gens dans le bonheur, mais on n'arrive pas à les laisser être heureux. On veut les mettre dans une boîte pour leur dire « on vous a sauvés, taisez-vous ». On vous a aidé, taisez-vous. Laissez ces gens voler. Et ça, c'est un chantier important pour moi. Je veux que les gens se disent, s'il y a un parti politique qui nous fait du bien, au fait, qu'est-ce qu'il nous veut? Il faut que ce soit des gens qui gouvernent et qui se disent, demain nous partirons, il y aura d'autres à notre place. Il faut qu'on laisse donc les gens faire éclore leurs capacités et qu'ils arrivent à se dire, demain ce pays nous appartient. Il ne faut donc pas que quelqu'un, c'est ce que je vois souvent dans des familles, vous prenez une fille à la campagne, vous l'amenez pour être votre nounou à la maison, et quand elle voit la ville, elle commence à tresser les cheveux, vous la grondez comme si elle devait rester comme à la campagne. Vous voulez nous donner une démocratie, alors laissez les gens voler démocratiquement. Je crois que c'est ça, et c'est un chantier important pour moi. Je crois que c'est de l'innovation par rapport à ce pays, et ce sont les 5 chantiers que moi je vais parler à la population burundaise le moment venu. C'est donc un extrait de ma vision que je vais présenter pour les 7 ans à venir. Mais, M. Francis Lohiro, vous voyez la situation au pays. Denis Machimiou a parlé tantôt des difficultés qu'éprouvent les indépendants par rapport à ceux qui sont présentés par les partis politiques. Pourquoi ne pas créer un parti politique et exprimer ses idées à travers votre parti? Oui, merci. Je crois que c'est une question d'habitude. Ici au Burundi, quand vous créez un parti politique, qu'est-ce qui se passe? Vous devez créer un drapeau. Vous devez avoir une permanence. C'est ce qui vous manque? Non. C'est là où je veux que vous me compreniez. Vous devez avoir un accoutrement différent. Et qu'est-ce que cela va signifier pour l'autre? Il va se dire, je suis chez moi, je ne viens pas chez toi. En fait, il voit en toi l'ennemi. Et c'est pour cela que moi, je veux que les gens s'élèvent un peu. Moi, je vais parler de politique sans porter une couleur différente des gens du CNDD-FDD, sans porter une couleur différente des gens du CNL. Je vais parler de leur vie, pas de leurs uniformes. Je vais parler de leur avenir,
pas nécessairement de leur permanence. J'ai pas besoin d'une permanence, moi, pour vivre. Je sais que la loi, à son niveau, franchement, comme il l'a dit, le politologue, la loi essaie d'enfreindre. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Le législateur burundais, il veut rester seul. Au fait, c'est quelqu'un qui appartient à un groupe politique. Il faut qu'on l'accepte. Le législateur, à l'époque de l'UPRONA, à l'époque du Frodebo, à l'époque d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une certaine relation avec le pouvoir. Il faut qu'on arrive à le dire. Et moi, je ne suis pas venu pour les condamner. C'est tout à fait normal. Il faut que le législateur s'écarte du pouvoir. Exactement. Il faut qu'il s'écarte du pouvoir. Au fait, qui est le législateur? C'est le Parlement. Et le Parlement, comme il a dit tout à l'heure, c'est toute une logique d'un parti politique qui se dit, nous légiférons pour notre avenir, pas pour l'avenir d'une nation. Et il faut qu'on l'accepte. Et moi, donc, en politique, je ne viens pas pour les condamner. Je comprends, quand vous avez un certain niveau de leadership, il faut que vous atteigniez un autre pour pouvoir comprendre les autres. Donc je ne viens pas, moi, pour condamner ce qu'ils ont fait. Je me dis, je peux baver ces barrières, je peux les escalader et arriver à instaurer quelque chose de meilleur. Ildefonse Elugema, il semble que vous voulez placer un mot. Oui, je veux placer un mot. C'est-à-dire, moi, la chose la plus importante qui m'a poussé de me présenter comme candidat, c'est pas par rapport à la concurrence avec les partis politiques ou les indépendants sur des projets de société. Moi, ce que je veux, c'est un changement du système de gouvernement qui, justement, la monarchie constitutionnelle, pour moi, donnerait une atmosphère, un environnement favorable au peuple burundais, même aux politiciens, de pouvoir présenter leurs projets de société d'une façon et dans un environnement favorable. Je pense que c'est peine perdue de donner des programmes sous ce régime républicain, parce que c'est un régime qui est inadapté à cette nation. C'est-à-dire, pour dire que... Qu'est-ce que réellement la monarchie pourrait avoir de plus par rapport au système républicain? Bon, c'est-à-dire, comme vous le savez, sous la monarchie constitutionnelle, le roi règne mais ne gouverne pas. Il garantit l'unité nationale, il garantit la continuité, au cas où il y a des problèmes entre politiciens. Je vais vous donner un exemple comme en Belgique, où ils ont passé plus d'une année sans gouvernement, mais le roi a assuré la continuité de l'État. Alors, même ici, vous savez, nous avons eu un problème de mandat en 2015. Ce problème ne pouvait pas arriver sous un régime de la monarchie constitutionnelle parce qu'il y aurait, c'est-à-dire une institution qui garantit la continuité. Et puis autre chose, c'est pas seulement cette crise politique, mais aussi ça a un impact négatif à la population, parce que vous avez vu beaucoup de Burundais se trouvaient encore dans des camps de enfouiller le pays. C'est vraiment pour moi présenter un programme ou bien un projet de société comme un politicien, c'est pas mon cas. Moi, je veux le système de gouvernement qui change. Denis. Permettez-moi de rebondir sur la question qui semble faire beaucoup d'interrogations, indépendants et partis politiques. Bon, c'est vrai. Actuellement, je demandais tantôt à M. Francis oui, justement, je rebondis sur cette question. Pourquoi? Parce que actuellement, les choses évoluent. Lorsqu'on parlait de démocratisation, on entendait les partis politiques. Mais même les vieilles démocraties sont en train de changer. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé en France avec Emmanuel Macron. Il n'avait pas de parti politique. Mais aujourd'hui, oui, je sais. Il n'était même ni de gauche ni de droite dans son mouvement En Marche. Alors, maintenant, le peuple veut avoir un programme qui colle bien avec ses aspirations, peu importe d'où ce programme vient. C'est ça le problème pour les Burundais peut-être. Les gens pensent qu'il faut avoir un parti politique pour présenter ce qui est convenable pour les Burundais. Non. Et il faut que les gens sachent que les indépendants, c'est de leur droit de se présenter et ils peuvent présenter un programme qui est bien adapté, plus adapté d'ailleurs plus que les partis politiques. Et deuxièmement, c'est la nuance que faisait Ildefonse en rapport avec un système inadapté, proposant la monarchie constitutionnelle. Je lui fais un clin d'œil. Et quitter le système républicain. Certainement qu'il ne faudrait pas trop vite oublier. Je lui fais un clin d'œil pour lui dire qu'en 1966, lorsqu'il s'est agi d'une monarchie constitutionnelle,
il s'est produit un problème sérieux entre le roi et le premier ministre. Oui, c'était en 1962, oui. 62, mais 66 aussi, avec Michombero comme premier ministre. Oui, le capitaine était le premier ministre. Alors, le royaume est devenu ingouvernable, parce que le roi ne pouvait pas supporter de ne pas gouverner. Parce que le roi était normalement le garant de la terre et du bétail, donc de toutes choses. Alors, il faudrait aussi nuancer cela. Oui, est-ce qu'on a cette écriture Est-ce que vous dont vous êtes en train de parler? Oui, merci. Je ne sais pas si on va finalement étouffer Emmanuel. Non, je vais juste, je vais répondre à ça tout de suite, parce que il faudra d'abord savoir comment la monarchie a été aboli au Burundi. Ça a commencé en 1965, octobre 1965, avec l'attaque du roi au palais. C'est là où ça a commencé la préparation de la chute de la monarchie. Ce que vous dites là avec Michombero et Nare V, qui était encore prince héritier quelques mois avant, a été induit en erreur par Michombero et Simbananiye pour venir abandonner ses études et pour venir pour qu'il soit intronisé. C'est-à-dire, c'était dans la continuité de cette abolition de la monarchie qui avait commencé en octobre 1965. Pour dire que toute entente, comme vous dites, entre Michombero et Nare V, c'était déjà décidé depuis 1965 qu'il y aura une abolition de la monarchie. C'est-à-dire, Oui, je comprends. Si vous permettez une seconde, oui. Je suis plutôt, je me tourne vers Francis Rohero. Le problème n'est pas de titre, parce qu'aujourd'hui nous avons, par exemple, l'Italie qui a un président qui incarne l'unité. L'Allemagne, c'est la même chose. Nous avons un président, les présidents ne sont même pas connus. Voilà. Mais ces gens-là incarnent l'unité. Mais pourquoi préférer ce système-là au lieu... Emmanuel Nengo de la communauté des Batois. Emmanuel Nengo, vous entendez les interventions des uns et des autres ici sur le plateau. Est-ce que vous allez, en tant que représentant de la communauté ici sur le plateau, est-ce que vous allez rester dans cette logique d'être coopté, ou est-ce que vous pouvez vous allier à l'un ou l'autre ou participer en tant que membre d'un parti politique? Merci à entendre surtout les candidats indépendants. Pour moi, franchement, c'est une bonne action. On commence à sortir peut-être de ces histoires de partis politiques et pour essayer d'introduire de nouvelles idées qui peuvent essayer de changer le comportement, disons, des électeurs. Il y a certains qui ont dit, et surtout Denis qui disait qu'il a été membre de partis politiques, mais par après qu'il a quitté, peut-être c'est le héros, pas Denis. C'est le héros. Je pense que lui a eu l'expérience de ces partis politiques. Je suis du même avis que souvent quand vous êtes dans un parti politique, vous êtes là pour apprendre et puis par après prendre une décision si vous pouvez continuer dans ce sens ou créer une autre idée pour lancer la communauté, disons, burundaise sur une autre allure. Du côté des Batois, je dirais que souvent on nous demande pourquoi les Batois ne sont pas dans des partis politiques, ne sont pas actifs. Mais pour nous disons que c'est lié à l'histoire de la communauté Batois. Est-ce qu'on ne vous recrute pas? Ils sont mobilisés, ils sont recrutés, mais quand ils sont là, ils se retrouvent toujours marginalisés, discriminés. Ils se disent, mais comment pouvons-nous continuer à être discriminés alors qu'on devrait penser à organiser notre société d'une façon objective, d'une façon inclusive. Et de cette façon-là, je dirais que c'est lié à l'histoire de la communauté Batois. Normalement, les Batois n'étaient pas, d'une façon ou d'une autre, impliqués dans l'histoire de politique. Et aujourd'hui, ils sont mobilisés, mais arrivés là-bas, ils se retrouvent discriminés et marginalisés. Quand nous observons même les textes, disons la Constitution, le Code électoral, on se retrouve qu'on est encore discriminé. On nous dit qu'il faut participer dans des partis politiques. Mais quand vous entrez dans les partis politiques, vous allez vous retrouver que quelque part vous êtes bloqué. Normalement,
quand vous êtes dans un parti politique, vous devrez porter un t-shirt ou une chemise ou une tenue de ce parti politique. Un uniforme. L'uniforme. Et le moutois qui est là, il va dans un autre parti politique porter une autre couleur. Et ils étaient habitués, quand ils sont dans leur virage, de se retrouver comme un peuple uni. Et quand ils sont dans des partis politiques différents, ils se retrouvent qu'on est en train de les éparpiller. Et ils sont obligés de sortir et dire non. Comment vais-je être contre mon collègue? Moi, je pensais qu'être dans un parti politique, on est libre, mais par contre, il se retrouve qu'il n'a pas d'épanouissement, il est bloqué, on l'oblige de faire ceci, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas de notre côté. Et là, il se retrouve vraiment frustré. Il dit non, moi je ne peux pas. Honorable Nengo, qu'est-ce qui devrait être, on tend vers la fin de l'émission, qu'est-ce qui devrait être fait par les uns et les autres pour que vous vous sentiez inclus? Ce qui devrait être fait, c'est d'abord de sensibiliser la population burundaise en général, de considérer la communauté Batwa comme une composante sociale et pas un caste ou une communauté à part qui, quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment, vous vous sentez gêné. Et souvent, c'est observable, on peut même le constater. On dit que quand vous êtes ensemble avec un moutois, s'il y a un secret que vous devrez délivrer ou partager, c'est difficile de partager un secret avec un moutois. On le dit même, on le parle souvent. Imaginez, vous êtes dans un parti politique, vous êtes dans une réunion, après on fait d'autres réunions et vous vous sentez frustré. Donc il y a quelque chose là qui ne va pas. Donc il y a vraiment cette méfiance, des leaders politiques, disons, à l'égard des communautés battues. Et ça nous fait mal. Deux petites questions à Ildefonse et Francis. Pour accomplir son projet de société, Monsieur Ildefonse Elugema, même si vous n'avez pas voulu présenter ici sur micro votre projet de société, ça demande des fonds. D'où est-ce que ça va provenir si un jour, vous arrivez à gérer les affaires du pays? Bien sûr que nous avons des gens qui soutiennent notre idée et qui sont prêts à contribuer pour qu'on avance. Et puis, je pense que mais peut-être que ces contributions ont été déjà données ou sont en cours ou sont à venir, mais je ne vais pas dévoiler ici la source de ces fonds parce que ça risque de me compromettre. Je dirais tout simplement que nous avons des gens qui sont prêts à nous aider. Des gens qui sont prêts à vous aider ici au niveau interne, au niveau national ou à l'extérieur, de l'extérieur? C'est-à-dire à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est toujours secret. Oui. Oui. Et puis, vous êtes décidé à participer. Pas question de vous retirer en cours de route. Vous êtes candidat à la présidentielle. Oui, je suis candidat à la présidentielle. Je suis jusqu'au boutiste. Je vais y arriver. Et puis, peut-être ici, je vais ajouter, parce qu'il y a quelques éléments auxquels j'ai pas répondu. C'est par rapport, bien sûr, à la restauration de la monarchie constitutionnelle. Ici, les gens pensent que c'est juste restaurer la monarchie, mais il y a beaucoup de choses qui vont avec. C'est-à-dire, en premier lieu, vous savez que notre héros national, le prince Louis Rwagasore, on le chante toujours depuis Lorette, mais je pense qu'il y a des choses vraiment qui montrent que c'est juste, c'est juste utiliser son nom parce que il n'y a rien de l'héritage de Rwagasore depuis l'abolition de la monarchie. C'est-à-dire, même cette monarchie constitutionnelle a été adoptée, comme je vous l'avais dit, avec les pionniers de l'indépendance et derrière le prince Louis Rwagasore. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, instaurer la restauration de la monarchie, il y a beaucoup de valeurs monarchiques qui ont été minimisées ou il y a même des documents, beaucoup de choses qui ont été détruites avec la République.
C'est-à-dire, même l'histoire du Burundi, depuis l'avènement de la République, a une connotation politique. C'est-à-dire, on n'a rien voulu montrer les bienfaits de cette monarchie-là. Et puis, pour vous rappeler, même notre indépendance, nous l'avons acquis sous la monarchie. Mais beaucoup de gens pensent que c'est peut-être sous la République, surtout les jeunes ne le savent pas. Même question à Francis Rohero. Accomplir son projet de société, ça demande des fonds. D'où est-ce que vous prévoyez les tirer? Je crois que les gens, il faut que les gens... Vous êtes décidé à participer, vous y répondez directement, vous êtes décidé à participer, vous ne vous retirez pas. Oui, je commence par la première. Aujourd'hui, le budget du Burundi est financé à hauteur de 1300 milliards. C'est-à-dire que on vient de passer environ 10 ans dans cette assiette. Un projet de société, c'est pas quelqu'un qui le finance. Il est financé par la participation du contribuable burundais. D'abord, c'est ça. Mon projet de société, aujourd'hui, moi, je l'envisage dans un premier temps, c'est-à-dire dans la première année, pour une diminution de l'assiette budgétaire, parce que je veux que les gens arrivent à comprendre qu'on n'ira pas à augmenter continuellement les impôts de la population, d'une population qui n'a pas un pouvoir d'achat, qui n'a pas où tirer sa petite misère. C'est pour cela que je considère que, dans un premier temps, il faudrait que l'assiette budgétaire diminue vers les 1000 milliards. Et ma contribution, donc mon projet de société, pourrait aller à investir dans la production, et on irait dans une logique croissante jusqu'à 7 ans, arriver même à 2500 milliards vers 2027. C'est-à-dire avec un budget de l'État qui est financé pratiquement par les sources venant de la production burundaise. Comme je l'ai dit, si le moment venu, pas question de compter sur l'extérieur. Pas que je compte sur l'extérieur. Aucun pays ne peut vivre en vase clos. Je crois que c'est une fierté de dire qu'on a une bonne production et qu'on a des finances qui se portent bien, mais il faut arriver à faire comprendre la population burundaise qu'on a besoin des partenaires. Il y a des gens qui ont besoin de nous, comme on a besoin aussi des autres. On ne pourra pas vivre en vase clos ou faire croire que financer tout de nous-mêmes, c'est une fierté. Non. Ces chemises qu'on porte, c'est pas nous qui les avons cousues. On les a tirés quelque part. Et celui qui les a cousus, il avait besoin d'argent. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une logique donnant-donnant entre les pays. Je crois que c'est dans ce sens. Donc, mon projet de société, si moi je gagne, il pourrait d'abord diminuer les impôts et aller dans une logique croissante vers les investissements dans la production. La deuxième question est très claire. Participer. Je me suis préparé depuis environ 15 ans dans cette logique. C'est-à-dire, la question qui se pose ici, ce n'est plus moi. C'est la CENI qui va recevoir nos candidatures. Et c'est la CENI qui aura le dernier mot pour dire on vous accepte ou on vous refuse. Et je crois que le 10 mars prochain, dans la soirée, vous nous inviterez pour au moins dire merci à la CENI qui aura accepté nos candidatures. Vous avez jusqu'au 5 mars pour... Ça, c'est pour les dépôts. Oui. Et c'est le 10 que la CENI va dire les gens qui auront été acceptés. Okay. Et je crois que jusque-là, je serai là le soir du 10 mars pour dire ce que j'envisage dans la continuité. Merci. Un mot à placer avant la fin de l'émission, ambassadeur Denis Banchimi-Wusa. Pour la source des fonds, pour mettre en œuvre son projet de société, je voudrais bien dire à Île-de-France qu'on ne peut pas dire que c'est un secret. Non, parce que chaque projet de société doit aller avec les précisions de financement. Sinon, si vous dites que c'est un secret, nous risquons de voter pour vous et demain, vous augmentez exponentiellement les impôts et nous aurons voté pour quelqu'un qui nous met une corde dans la gorge. Parce qu'il aura gardé ça comme secret. Oui, parce qu'il aura gardé ça comme secret. Donc, pour la République, il faut clarifier les sources de financement pour la mise en œuvre de son projet de société. Ça, c'est inévitablement. Et il faut que les partis politiques et les candidats indépendants le sachent une fois pour toutes. Il faut clarifier les sources de financement. Mais je pense que je vais répondre le plus tôt possible tout ça. C'est-à-dire, comme Francis revient de le dire, il faut attendre que ma candidature soit acceptée. Parce que les grands fonds viendront après ça. Je ne vais pas dire que maintenant je peux dévoiler ça tout de suite. Là, ça n'aurait pas de sens. On est déjà à la fin de l'émission. Merci, ambassadeur Denis Banchimi-Wusa. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences et politiques, spécialiste et électoraliste. Merci de votre participation
Merci pour votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les amis avec qui on a partagé le débat. Merci à vous, honorable Emmanuel Nengo. Vous êtes de la communauté Batois. Merci de votre participation et de votre contribution à cette émission. Je vous remercie pour une autre occasion. Veuillez nous inviter et je suis très enchanté de partager avec mes collègues avec qui on était sur ce plateau. Merci à vous, Ildefonse Rouguema. Je rappelle que vous êtes candidat, si la CENI accepte votre candidature, vous êtes candidat à la présidentielle du 20 mai 2020. Merci de votre contribution. Merci de votre invitation et enchanté de faire connaissance avec mes collègues. Et merci à vous, Francis Rohero. Vous êtes aussi candidat à l'élection présidentielle. Merci de votre contribution. Merci de votre participation. Merci pour l'invitation et surtout pour la connaissance. Je ne connaissais pas Emmanuel et Ildefonse. Je viens de faire connaissance et je crois que ça va de l'avant pour le moment venu, qu'on saura beaucoup de gens grâce à ce plateau. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je tiens à rappeler qu'elle portait sur la participation électorale pour deux groupes, les indépendants d'une part et d'une autre part les Batois, une composante qui entre dans des institutions représentatives par cooptation. La mise en onde était assurée par Eli Kadogo et Evariste Nzikobanyanga était à la réalisation et au micro vous étiez avec Léonce Vitalio. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.